Donc, bonjour Jean-Pierre Strovax. Tu es né en France, d'une famille marquée par la Shoah, originaire d'Ukraine, de Pologne et de Lituanie. Tu as une formation d'ingénieur de haut niveau. Tu as intégré Supélec, spécialisation à télécom, un DEA, mais c'est en Israël que se déroule l'essentiel de ta carrière d'ingénieur et d'informaticien, puisque tu as fait ton alia. Et je pense que ce choix sioniste d'attachement à la terre d'Israël a un lien avec la conférence qui se déroule maintenant, car elle s'est accompagnée du désir d'œuvrer à la mémoire du peuple juif. C'est ce que tu fais dans les associations israéliennes de généalogie dont tu fais partie et que tu fais également dans le volontariat pour Jiri Poland. Et puisqu'il s'agit ici de l'objet de ta conférence, euh, cela, tu l'as montré dans l'énorme travail, vraiment un travail remarquable, hein, comme l'a dit tout à l'heure Max Polonowski, euh, que tu as mené pour créer un site un site informatique fondé à la fois sur le mémorial de la déportation des Juifs de France, cette somme que nous devons à Serge Klarfeld, et aussi aux recherches propres que tu as menées sur des sites, sur des sources extrêmement variées. Serge Klarsfeld, que j'avais bien entendu invité, m'a écrit qu'il ne pourrait malheureusement pas se joindre à nous, mais il m'a demandé de lire de sa part ces mots très beaux et très touchants qu'il t'a écrits. Cher Jean-Pierre, merci pour toutes les explications que vous nous avez données sur votre mémorial, qui remplace si avantageusement le mien, vieux pionnier sur papier. Je suis heureux que le mien palpite encore sur le vôtre et qu'il permette aux photos des enfants de les faire revivre et de les suivre à la trace. Bien cordialement, Serge Carcel. Bon, c'est à toi, Jean-Pierre, et je demande aux participants de fermer leur micro, d'écrire par le chat ou de poser des questions ultérieurement. Merci beaucoup Claire. Je suis très touché par le texte de Serge Klarsfeld et je vais essayer d'être à sa hauteur. Je vais maintenant partager mon ordinateur. Bon, je vais d'abord terminer avec ceci et avoir le moins d'écran de choses possibles. Voilà, bon. Ok. Bon, alors je vais en fait essentiellement faire une présentation PowerPoint et au départ une petite démonstration en direct. Bon, je sais que c'est toujours plus lent avec, quand on est sur Zoom, mais voilà. Bon, je vais... voilà. Donc, vous avez à plusieurs endroits et dans le site lui-même mon adresse email. Je voudrais commencer, puisque nous sommes avec le cercle de généalogie, à... oups, attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voudrais vous commencer par un mot à la mémoire de ces trois femmes, Mathilde Tadger, Manuela Weiler et Evelyn Blum-Tcharsevski, qui toutes les trois un petit peu ont contribué à ce que j'ai fait aujourd'hui. Elles étaient membres du cercle. Je ne vais pas en parler plus. Et évidemment, je suis en hommage à Serge et à son épouse. Voilà. Si on voulait résumer en une slide le travail, finalement, en 1978, Serge a donc publié son livre, ça fait maintenant 43 ans, et il a continué à travailler et à publier différentes versions. La dernière version sur papier, et en fait, c'est celle de 2012, un pavé de 7 kilos. En 2016, je l'ai approché, je ne le connaissais pas, et je lui ai proposé de mettre le contenu de ce livre en ligne, après avoir vu au mémorial de Shoah qu'une partie de ces données n'était pas là. Le livre était là-bas, mais pas toutes les données.
Donc en 2018, ça m'a pris 2 ans pour sortir ce document. J'ai présenté ce premier travail à la conférence internationale à Varsovie. Une partie d'entre vous ont peut-être assisté. Nous sommes maintenant en 2021. Donc, il y a presque 5 ans, en fait, je travaille là-dessus. Bon, alors je vais donc passer à la démonstration. J'espère que ça ne sera pas trop fastidieux. J'ai mis en ligne une nouvelle version du mémorial il y a quelques jours à peine. J'ai beaucoup travaillé pour qu'elle soit prête avant notre rencontre. Et bon, on va commencer par quelque chose de plus simple. On va chercher à voir qu'est-ce qui se passe avec Simone Weil. Donc, j'écris ici nom, prénom. Je suis en français et pas en anglais, donc le M se trouve ailleurs sur le clavier. Et donc, on fait une recherche. D'accord? J'ai utilisé tous les défauts. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ça prend un petit peu plus de temps avec Zoom, mais je pense, voilà. Donc, il y a, si je vais jusqu'en bas, il y a 14 personnes qui correspondent à ce critère. Bien. Alors, Simone Weil, vous savez qu'en fait, son nom de jeune fille était Jacob, elle s'est mariée après la guerre. Ce que nous voyons ici, c'est d'abord le premier résultat. Et si on veut obtenir des informations sur la personne elle-même, on appuie sur le nom de la personne et il y a toutes les informations sur elle. Par exemple, j'ai indiqué qu'elle est connue sous le nom de Simone Weil après la guerre. D'accord? Alors, il faut que je déplace un peu la barre pour que, voilà. Bon. Donc, ce que nous voyons ici, c'est donc les noms, les prénoms. Alors, je vais faire, vous voyez, ici, par défaut, Simone est en exact. Si je vais en exact ici et que je recommence, je ne trouve personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pas bon, je suis revenu à en fait, un certain nombre d'éléments. Pour Simone Weil, par exemple, son nom de famille n'est pas Weil ici dans la base de données, mais j'ai mis le nom et Jacob et Weil pour qu'on puisse les trouver. En recherche exacte, ça ne marchera pas. Dans d'autres cas, il y a un nombre de personnes dont j'ai rajouté un prénom. Donc, c'est un des éléments de rajout à la base de données de Serge Klarsfeld. Donc, si vous cherchez seulement Simone, il y a quelques personnes qui peuvent s'appeler Simone sans autre nom. Par exemple, ici, la 13e. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux défauts. Deuxième élément important, c'est que vous faites une recherche, vous en faites une deuxième. Si c'est une recherche qui n'est pas liée, appuyez sur le bouton remise à zéro parce que sinon, vous allez traîner les critères de votre recherche précédente et dans de nombreux cas, vous ne trouverez personne. Ce formulaire, donc, a environ 40 ou 50 possibilités d'entrée des informations. C'est finalement assez fastidieux, mais ça permet, dans certains cas, de trouver quelqu'un dont on ne connaît pas le nom en fonction des autres critères. Donc, il y a évidemment le nom, le prénom, ce que j'appelle le nom de jeune fille. Alors, ils sont à part, c'est le nom à la naissance. Et j'ai préféré donc séparer le nom de femme mariée, par exemple, et le nom de jeune fille, parce que de temps en temps, ça peut poser des petites erreurs. Si ici, je mets par exemple les gens, je cherche les personnes qui ont jusqu'à 1 an, je n'ai même pas eu de mettre une valeur minimum. Ici, il y a tous les enfants avec des âges qui sont, si on entre, qu'est-ce que c'est que cet âge-là de 0,08? Bon, il y a la date, mais si on entre ici, par exemple, bon, il y aura normalement écrit, ce n'est pas le cas dans ce cas particulier, prenons un autre exemple. Par exemple, ici, voilà, en bas, âge 10 mois.
Hein, d'accord. Donc, c'est la proportion de 10 mois par rapport à un an. C'était de façon à pouvoir, contrairement à ce qu'il y a dans le mémorial de Serge Klarsfeld, où il y avait très souvent, il avait en fait un âge où il y avait marqué inférieur à un an, je voulais être capable de capter tous les gens. Bon, nous avons ici donc le lieu de naissance. Dans le mémorial de Klarsfeld, il y a seulement marqué Grenoble. Ici, il y a le département, le pays. Et dans les cas où c'est à l'étranger, c'est la région. On verra ça tout à l'heure. Il y a la dernière adresse, et le camp d'internement, le seul camp d'internement que Serge a indiqué, parce que souvent les gens sont passés en France par plusieurs étapes, le convoi ou la liste dont la personne a fait partie. Et je vais déjà sauter tout de suite là, c'est un rajout récent. Si j'appuie sur, par exemple, ici 44, j'ai scanné le mémorial de Serge Klarsfeld, celui de 1978, où il y avait une notice d'introduction à chacun des convois. Je n'ai pas encore fini ce travail, j'ai fait ça pour tous les convois de 1942 et je compte compléter ça prochainement. Donc ça c'est. Et puis il y a des liens. Alors au départ, les liens étaient le moyen, ils sont toujours le moyen de montrer les sources que j'ai utilisées dans les cas où j'ai fait des corrections et complémente. Donc le journal officiel de la République française. Alors, dans certains cas, il faut un petit peu se compliquer la vie parce qu'ils ont fait un nouveau site Internet et donc, de temps en temps, les données n'apparaissent pas automatiquement. Donc, je sais qu'avec Zoom, il y a un petit retard à lire les données, mais il y a les données ici. En fait, je me suis même demandé si je n'allais pas décharger tout le journal officiel des données. On va prendre un autre exemple où cet exemple-là n'est pas bon non plus. On va voir celui-ci. Voilà, par exemple, dans cet exemple-là, on n'a pas besoin d'aller au-delà comme j'ai fait tout à l'heure. On voit la liste de quelques centaines de personnes dont l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à Grand a indiqué l'information sur le nom, les prénoms, et date et lieu de naissance et date et lieu de décès quand ils savent. Et nom de jeune fille aussi. Bon, il y a beaucoup d'erreurs dans ce qui apparaît là, et ce qui était censé être une aide, en fait, c'est parfois très difficile. Bon, je laisse de côté ceci là, mais maintenant, donc, en fait, il y a de nombreux liens. Donc, si je passe ici, et donc, au hasard, des outils. Ici, donc, l'idéal, c'est d'avoir une biographie pour chacune des 80 000 personnes qui apparaissent à peu près dans cet outil-là. Alors, quand il y a des biographies, eh bien, je crée des liens quand elles sont disponibles. Serge Klarsfeld a publié un mémorial des enfants, et donc la page du mémorial est ici aussi. Donc, c'est les données qui sont d'accès facile. Voilà. Je vais m'arrêter. Non, qu'est-ce que je voulais dire bon, il y a des indications quand un convoi peut être aussi une liste, il y a des dates, il y a des informations. Donc, vous appuyez, c'est bilingue, et vous pouvez chercher les données. Je vais maintenant repasser à la présentation PowerPoint pour, j'espère que suivre. Et je vais montrer maintenant quelques exemples d'utilisation de cet outil-là. La première chose, c'est on peut choisir simplement un convoi, appuyer sur le bouton clic, et on a la liste des gens du convoi. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, en fait, c'est l'équivalent du livre de Klarsfeld en 78 qui était organisé par ordre alphabétique et par convoi. L'ordre alphabétique que vous voyez en haut est un petit peu différent dans la mesure où d'abord il y a des noms qui sont apparus. Vous voyez par exemple que David, Abravanel et Sarah ont été rajoutés. Alors soit ils s'écrivaient Avravanel avec un V ou en fait ils ont été rajoutés par Serge Klarsfeld au cours de ces années.
Les noms de jeunes filles ont été rajoutés, etc. Donc voilà, on a cette note-là. Dans le livre de 78, le petit point sur Albert Aelion indiquait qu'il était survivant. Ici, vous avez une colonne quand la personne a survécu. D'accord. Bon, je passe ensuite à un deuxième exemple. Si vous entrez dans le site et vous appuyez simplement sur Search sans même avoir donné des informations, nous avons ici la liste alphabétique telle qu'elle est dans le mémorial de 2012. Si vous voulez commencer par une lettre, vous dites que le nom de famille commence par un B et vous avez tous les noms qui commencent par B ou etc. Et je vais maintenant prendre un autre exemple. Si on donne un nom de famille, par exemple, et voici ce qu'il sort pour le nom Gaftarnik, et j'ai mis en jaune le fait que l'ordre est en fonction de l'adresse, de façon à pouvoir faire apparaître, comme dans le livre de 2012, les familles ou les gens qui habitaient dans la même adresse, qui avaient la même adresse. Donc l'ordre des adresses ici est en fait d'abord par le département. Donc la première, Gaftarnik, c'est en Corrèze avec un C, puis avec un H, les Hauts-de-Seine. J'ai utilisé les noms des départements actuels, et puis ensuite Paris. Et dans Paris, Paris 12, Paris 19, Paris 20, et maintenant Seine-Saint-Denis. Donc voilà, ça fait très bien apparaître les familles. La première famille, on voit donc une femme de 45 ans et 3 enfants qui ont été déportés chacun, si on regarde à droite, par des convois différents, 21, 14, 13 et 24. Et l'époux est peut-être quelque part parmi les autres personnes. Je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut donner le nom d'une localité en France, une ville qui aurait pu être le lieu de résidence ou le dernier lieu de résidence que Serge Klarsfeld a indiqué. J'ai pris le nom de Beaulieu-sur-Dordogne, qui est une petite ville médiévale de Corrèze, sur la Dordogne, où en fait il y a eu plusieurs groupements de travailleurs étrangers qui ont été assignés à résidence dans cette localité, puisque si on regarde le lieu de naissance, tous ces gens-là ne sont pas venus par hasard habiter à Beaulieu-sur-Dordogne, ils y sont arrivés suite à la guerre. C'est le cas de mon oncle qui était aussi été déporté. Donc ça permet à faire d'une mini-historie pour les chercheurs, les historiens, le concours de la déportation, etc. On peut chercher par adresse, et là je prends l'exemple que je pense que pas mal de vous connaissent directement. J'ai pris l'adresse du 209 rue Saint-Maur, je n'ai même pas indiqué Paris. Et en fait, là, nous arrivons à la micro-histoire. C'est le travail de cette autobiographie d'un immeuble de Ruth Zilberman. Donc voilà, toutes les personnes sont apparues ici. Maintenant, si on cherche une ville à l'étranger, ici j'ai pris la ville où est né mon arrière-grand-père, en Pologne, c'est la ville pour laquelle je suis le volontaire sur GRI Poland. Il y a 29 juifs donc, de cette ville, nés dans cette ville, qui sont venus en France et qui malheureusement ont été déportés, sont retournés là-bas. Bon, j'ai rajouté récemment des nouveaux critères de sélection. D'abord, j'ai, ce qui n'était pas dans les données auparavant, essayé de déterminer le sexe des personnes en fonction de leur prénom. Et je n'ai pas toujours réussi, donc pour 1%, je n'en suis pas sûr. Mais par contre, j'ai dû enlever les ambiguïtés. Par exemple, il y a beaucoup de déportés qui s'appellent Camille ou Claude, et ils peuvent être hommes ou femmes. Le deuxième élément que j'ai rajouté, qu'on peut rechercher, c'est en fonction des matricules à Auschwitz, pas dans les autres camps. Et en fait, il y a mon estimation qu'il y a environ 7500 personnes dont les noms apparaissent dans la base de données des prisonniers d'Auschwitz. Évidemment, c'est
rien du tout par rapport à la quantité de gens qui ont été déportés là-bas de France. Et j'ai déjà retrouvé environ 3300 noms. Et en regardant avec les matricules, j'ai aussi découvert un certain nombre d'erreurs de compléments. Donc voilà. Par exemple, pour vous donner parmi les personnes au prénom indéterminé, si vous les connaissez, les noms au milieu. Alors évidemment, le dernier, par exemple, c'est probablement Nissim Ben Soussan, donc c'est probablement un homme, mais en fait, j'ai quand même pas toujours hésité, j'ai parfois laissé l'information sous forme indéterminée, par exemple. Et cela nous permet, par exemple, de se poser la question, quelles sont les femmes survivantes qui ont été déportées en 1942, donc en combinaison de plusieurs critères. On obtient un nombre de 45 personnes. Parmi elles, bon, c'est le début de cette liste-là, se trouve Raya Kagan. Serge Klarsfeld vient de publier un livre sur Raya Kagan qui a, ou plutôt traduire en français. J'espère qu'il sera disponible parce que c'est un livre fantastique sur quelqu'un qui a tout compris, qui était pendant de nombreuses années et qui était au cœur de le monde des nazis. Elle était à l'état civil. Bien. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire de la Shoah en France. Ce que je voudrais présenter en une slide ou deux, c'est en quoi ça agit ou quels sont les grands impacts, si on peut dire, sur le mémorial. Donc, quand les Allemands ont commencé leur offensive, la première chose, c'est que les Juifs de Hollande, de Belgique et du Luxembourg, 40 000 d'entre eux ont quitté et sont fuis vers le sud, vers la France. Et une partie d'entre eux étaient eux-mêmes immigrés. C'est le premier élément. Puis, quand l'armée allemande a envahi la France, il y a eu l'exode. Et pour les populations juives qui étaient en Alsace, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, ils ont quitté ces régions-là qui étaient annexées au Reich allemand et se sont retrouvés à Limoges, à Clermont-Ferrand, en Dordogne, dans toutes ces zones-là. Une autre migration massive, c'est les Juifs allemands des Landes qui sont autour de la France, c'est-à-dire le Baden, la Sarre et le Palatinat. Et en septembre 1940, quelques milliers de ces personnes-là ont été déportées vers les camps d'internement du sud de la France, Gurs essentiellement, mais aussi d'autres endroits dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. Bien. Bon, les convois, les Allemands faisaient ça simple. Chaque convoi, c'était 1000 personnes. Il y a 43 convois. Donc, il y a 41 830 personnes environ qui ont été déportées de France en 1942. Et je voudrais dire la chose suivante, c'est qu'à Babillard, on a plutôt anéanti les Juifs de Kiev en 3 jours, ou 35 000 personnes. Donc, finalement, les Allemands ont été très inefficaces, si on pourrait dire, par rapport à Babillard ou à Vilna et Ponard. En 1943, il y a eu moins de convois. Il y a eu un petit arrêt entre novembre 1942 et février 1943. Mais qu'est-ce qui change? Les Allemands ont envahi ce qui était la zone sud et pour arriver à Toulon, où se trouvait la flotte. Et en 1944, ce qui restait encore dans l'enclave de 1943 envers Grenoble-Nice, qui était sous contrôle italien. Bon, les Allemands sont allés là-bas. Je n'ai pas montré l'Algérie et ce qu'on dirait aujourd'hui les dom-toms.
Voilà. Alors, le bilan, c'est qu'environ 73 686 personnes ont été déportées de France par ces convois-là, et environ 1972 ont été déportés autrement, soit dans des convois avec les convois de résistance en tant que juifs, soit, par exemple, les gens qui ont été déportés du Nord-Pas-de-Calais, qui étaient annexés, comme l'on voit sur toutes ces cartes, à l'administration militaire de la Belgique. Donc, ces personnes-là ont été amenées à Lille, puis transférées à Malines et ont été déportées de Belgique. Mais ils sont indiqués ici aussi. Bon, près de 2500 personnes sont mortes dans les camps d'internement et de transit. C'est la liste 90. Donc, dans la notation de Klarsfeld, il y a soit un convoi, soit un numéro de liste. La liste 641, qui est un petit peu bizarre là, peut-être certains de vous ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelait des demi-juifs ou des conjoints d'Ariens qui ont été déportés dans les îles anglo-normandes, à Aurigny, c'est-à-dire au large de Cherbourg. Bon, je continue. Et l'élément peut-être qu'on oublie aussi, c'est que malgré tout ça, malgré le régime de Vichy, la France a réussi à sauver trois quarts pratiquement de ces juifs. Et vous, en France, et moi-même, nous sommes en grande partie les descendants de ces personnes-là. Et contrairement aux gens qui ont survécu dans d'autres endroits, une grande partie sont restés en France, et ce qui a permis un grand travail de mémorialisation qui n'est pas toujours possible en Pologne, puisque il ne reste des 30 000 juifs qui étaient... bon, enfin, disons que même les survivants de pays à l'Est ont quitté, par exemple, en Roumanie ou en d'autres pays. Il reste en Hongrie peut-être 70 000, peut-être 80 000 personnes, mais en France, nous avons cet élément particulier. Bien. Ce que donc on voit, c'est que l'essentiel des gens qui ont été déportés, j'ai pris tout convoi, en fait, ne sont pas nés en France, ils sont nés à l'étranger. Une grande partie étaient leurs enfants nés en France. Donc, vous pouvez voir, la quantité de juifs allemands est essentiellement due aux gens qui avaient été déportés vers Gurs et les camps du Sud. Et donc, comme vous voyez, 75 pays de naissance, il y a 3600 personnes dont je n'ai pas encore trouvé le lieu de naissance. Et voilà par exemple des exemples. Ces noms à droite, en rouge, sont dans le mémorial de Serge Klarsfeld, je les ai laissés, mais je n'ai pas été capable jusqu'à présent de mettre un point sur la carte et les retrouver. Bon, alors Galicia, le quatrième nom, c'est évidemment, c'est pas une ville, mais il y a eu énormément de déformations des données. Bien. Ce que j'ai fait aussi, c'est que, par exemple, là j'ai pris l'exemple de l'Allemagne, la Pologne et la Grèce, c'est que j'ai fait aussi la distribution par région. Donc, c'est les Länder allemands, les voïvodis, comme on dit en Pologne, et les régions de Grèce. Par exemple, en Grèce, on voit que l'essentiel des gens viennent en fait de la région de Salonique, la Macédoine centrale, que Athènes, qui est située dans la région de l'Attique, il n'y a que 6 personnes. Sur les Allemands, je reviens donc, le Baden-Württemberg est donc, suite aux déportations vers Gurs, est la région qui a donné le plus de déportés de France. Mais ces gens-là, ils n'avaient en partie pas d'adresse en France, puisqu'ils ont été déportés directement. Donc, quel est le sens de l'adresse de ces gens-là? Ou de même pour les Juifs de Belgique et de Pays-Bas qui ont fui, très souvent, l'adresse que le mémorial donne n'est pas leur adresse en Belgique, évidemment, mais un endroit où ils se sont arrêtés en France. Je vais maintenant passer à l'évolution des données. J'ai commencé par un tableau Excel avec 11 champs que m'a donné Serge Klarsfeld en 2016, c'est-à-dire 4 ans après son livre, donc qui contenait déjà
un grand nombre de corrections au-delà des livres de 2012. Mon tableau Excel aujourd'hui fait peut-être 50 ou plus de champs, hein, et il y en a environ une quarantaine qui servent à la base de données qui est en ligne. Bon, je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait rajouter ou supprimer des personnes? Alors, j'ai déjà parlé aux déportés de Origny, que j'ai trouvé dans les listes de la Fondation pour la mémoire de la déportation, puisque, en fait, Serge Klarsfeld s'est essentiellement occupé des déportés pour cause de persécution raciale, essentiellement les Juifs. Il n'y a pratiquement pas eu de déportés tziganes ou d'autres catégories raciales, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, j'ai décidé de ramener ces personnes, même si effectivement la déportation dans les îles anglo-normandes n'avait pas du tout l'aspect de ce qui se passait à l'Est. Par contre, les Juifs déportés comme résistants, prenons l'exemple de la sœur de Simone Weil, qui a été déportée comme résistante, qui est bien juive, qui s'est opposée aux nazistes, n'est pas incluse. J'ai posé la question à Serge Klarsfeld. Et en fait, quel est le critère? Les gens qui ont été en fait persécutés, qui sont partis comme persécutés, qui ont été arrêtés comme juifs et tout, alors c'est sûr que de temps en temps, la limite n'est pas toujours la plus facile. De même, les suicidés, il y a l'exemple d'une famille, une mère et son fils qui habitaient en Allemagne, qui ont immigré vers Reims quelques mois avant le début de la guerre et qui se sont suicidés 15 jours après le début de la guerre. J'ai aucun doute qu'en fait, ils sont suicidés par désespoir de voir les nazis les rattraper en France. Ils ne sont pas inclus. Par contre, dans le travail de Klarsfeld, qui n'a pas utilisé malheureusement l'informatique, il y avait un grand nombre de personnes qui apparaissaient 2 fois, où quelques personnes m'ont signalé que les gens n'étaient pas des juifs, ils étaient en fait chrétiens. Donc j'ai enlevé quelques personnes comme ça, et tous les jours où apparaissent un petit nombre de personnes. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces données? Et la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de vérifier ce qui est vérifiable. J'ai pris les 36 000 communes de France et j'ai vérifié si les adresses en France étaient parmi ces noms-là. J'ai vérifié l'index des noms de Paris et donc, vous voyez l'exemple, j'ai donc corrigé quand c'était possible. Et évidemment, les noms de famille, les prénoms et les lieux de naissance, c'est beaucoup plus difficile. Alors, l'outil, quand on a un dictionnaire, c'est d'aller voir, et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir de nombreux dictionnaires, soit pour des noms de famille juives, soit pour les prénoms, soit pour les communautés juives, sans parler de ce qui est en ligne. Il couvre pas tout le monde juif. Il faut remercier évidemment Alexandre Beder pour ce travail. Il travaille aujourd'hui sur l'Empire ottoman et donc dans 1 ou 2 ans arrivera encore un livre. Mais il faut faire attention, c'est pas parce qu'un nom n'existe pas, c'est peut-être un nom de conjoint. Il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont voulu peut-être franciser leur nom. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses irrationnelles et qui permettent d'être vérifiées. Alors, les incohérences, j'ai trouvé des incohérences malheureusement. Donc, une personne est née le 31 septembre. D'autres personnes, hein, par exemple, l'exemple de Sarah Assael. Donc, dans le mémorial de 2012, sa date de naissance est en 92. Elle est déportée à l'âge de 60 ans. Et bon, 1892 plus 60, ça fait 1952. Elle a été déportée en 42. Il y a quelque chose qui cloche là. C'est le genre de vérification intrinsèque aux données. Nous allons voir ici quelques exemples. Un petit exemple, Marie Benamou, dans les livres qu'Alexandre Doulu, avec Serge Klarsfeld et Sandrine Labo ont publiés. Dans le convoi 77, nous avons Marie Benamou, née le 17 mars 1926, qui est survivante.
Et 2 ou 3 ans après, en août 2018, cette Marie Benamou, la même date, née à Oran, est indiquée comme morte en déportation. Donc, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Un document en ligne, un reportage sur elle dans Ouest France de 2014 nous indique qu'en fait, elle a bien survécu. L'évolution des données, je reviens maintenant, j'ai essayé de standardiser les termes de géographique. Mon idée initiale, c'était de pouvoir retrouver où sont nés tous ces gens-là. Donc, il faut, dans le mémorial de 2012, il y a environ 11 000 noms de villes différentes. En fait, dû aux diverses appellations du même nom, écriture, en fait, je suis arrivé à peu près à 7 000 noms. Et j'utilise, comme vous voyez, les caractères, les accents diacritiques, mais ils ne sont pas un obstacle. Mais il faut dire Bucaresti si vous voulez chercher en exact, parce que, ou si vous voulez chercher en mode Soundex, alors vous pouvez écrire Bucarest, etc. Le département de la région, c'est très important dans le cas où il y a des villes qui sont homonymes, et ça existe énormément. Mais j'ai quand même, au cours de cette dernière année, rajouté un certain nombre, gardé les noms anciens, les noms français. Hein. Et voilà, je vous donne les exemples. On va regarder cette liste-là. Il y a 17 personnes qui sont indiquées dans le mémorial comme étant nées à Schmieheim. Bon, semble-t-il, c'est une communauté juive juste au-delà du Rhin, au-delà de l'Alsace française. Et aujourd'hui, Schmieheim fait partie de la municipalité de Ettenheim. Et j'ai rajouté la ville voisine, la région. Et par exemple, en 2012, parmi les 17 personnes, une d'entre elles, par exemple, c'était le nom qui avait écrit. Donc, si je me suis trompé et j'ai mal interprété, j'ai donc laissé le nom de 2012. Bougie, évidemment, l'Algérie, les noms de la colonisation ont changé. Il y a des changements de nom dus au changement de frontières. Vous êtes tous généalogistes, donc je ne vais pas aller au-delà de ça. Et Codéran se trouve pour un bon nombre de personnes nées à Codéran. Il s'avère que cette commune a été absorbée par la ville de Bordeaux et donc maintenant un quartier de la ville, de même Borgerhout à Anvers. Donc, ce que vous avez en bleu, c'est les champs avec que vous pouvez faire des recherches. Soit une recherche sur la municipalité, soit quand j'ai indiqué l'ancien nom, soit en partie cherché dans le département ou la région, soit par pays. Et j'ai laissé, par exemple, dans les cas comme cet exemple, la dernière ligne, Kroutil, je n'ai pas réussi à identifier quel était ce nom, je l'ai laissé, et j'ai vu qu'au journal officiel, il y avait marqué Kroutil, ça ne m'a pas aidé beaucoup plus. Donc, j'ai laissé ces données-là pour la personne qui est née là. Je continue sur la standardisation. Bon, alors, donc, j'ai restauré les prénoms multiples, j'en ai déduit le sexe des personnes. Et l'essentiel de mon travail est de confronter les données. Comme je ne trouvais pas, il a fallu chercher ailleurs. Et donc, à la suite de la confrontation, le problème de la confrontation des sources, c'est que si elles coïncident, c'est parfait. Mais très souvent, elles ne sont pas, entièrement en cohérence. Alors, quand je trouve et que je rajoute des détails. Par exemple, Serge Klarsfeld avait indiqué que des gens étaient déportés par le convoi, la liste 83, c'est tous les juifs du Nord-Pas-de-Calais. Je suis donc allé rechercher dans le mémorial belge pour chacune des personnes, quand je pouvais le trouver, dans quel train de déportation convoi belge les gens sont partis. Les villes homonymes, en Alsace, il y a 3 villes en moins qui s'appellent Soult. Minsk, en Pologne, face la capitale de la Biélorussie. Mogilev en Biélorussie ou en Ukraine. C'est très compliqué tout ça. Et donc,
je suis amené, quand je vois les données, à faire un arbitrage. Soit je décide ce que j'ai décidé, à tort ou à raison, je peux me tromper, mais ce que j'essaye de faire, c'est de laisser les sources discordantes, et de façon à ce que chaque personne pourra faire son choix. Et peut-être j'ai fait le mauvais choix. J'ai donné juste un exemple. Par exemple, ici, le 3 est devenu 8, 1913, 1918. Pour une personne, je ne sais pas qui a raison. Il faudrait, et je ne peux pas toujours aller à l'acte de naissance, que j'ai fait un certain nombre de fois, mais ce n'est pas toujours le possible. Et je marque les incohérences dans les notes. J'ai environ 10% de liens en notes. Voilà par exemple cet exemple ici. Chaim Akotonas, c'est après avoir corrigé. En fait, dans le mémorial, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, ça c'est. Voilà. Donc, dans le mémorial de 2012, au mémorial de la Shoah, dans les listes de déportation, le nom est Arozonas, mais non. J'ai trouvé pour cette même personne dans le mémorial d'Auschwitz Akotonas, et c'est un nom qui est dans les dictionnaires de noms juifs Akoton. Comme Lévinas, il y a là le suffixe AS. Donc voilà, donc j'explique ou en tout cas je donne. C'est ce qui a été reproché souvent à Serge Klarsfeld, c'est que dans ses livres, il n'avait pas de justification pour toutes les données qu'il mettait. J'essaye de justifier ce que je fais, ce qui me permet donc de me tromper, mais en tout cas j'ai expliqué ce que j'ai fait. Et donc, petit à petit, j'ai donc rajouté des liens. 40 000 liens vers le journal officiel. Je m'en attendais à 71 000. C'est vrai que je n'ai pas terminé, mais je pense qu'ils n'ont pas encore fini. Eh bien, j'ai commencé en 1985 à faire ce travail. Et de même pour le mémorial allemand, dont le site internet a changé, qui est en ligne cette année. Et je suis retourné et j'ai trouvé environ 9400, bien qu'il m'ait aidé. Ils n'étaient pas très, très doués en informatique. Il a fallu que je fasse l'essentiel du travail moi-même. Les juifs allemands, ou plutôt les juifs qui sont dans le Dead Book, ce n'est pas seulement des juifs allemands, c'est aussi des juifs qui sont passés en Allemagne, par exemple, qui ont quitté des pays plus à l'est. Et bon, je vous laisse regarder ici la liste. Et évidemment, je regarde ce que fait le mémoire de la Shoah. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux. J'aurais aimé avoir comme on dit en hébreu, arutzik, j'aurais des communications plus claires. Et j'espère que ça se fera dans le futur. Je ne prétends pas remplacer à moi tout seul, à l'autre bout du monde, où je ne peux pas être aux archives en France, remplacer un mémorial entier. Ce n'est pas du tout mon intention. Et donc, les liens vont vers ces petits groupes, chacun à son étape. Et je ne sais pas si vous connaissez les déportés de la Sarthe. Et là, je fais un lien. On a un travail extraordinaire d'un historien local. Je prends au hasard, je ne me rappelle plus exactement, mais je prends au hasard, voilà le travail qu'a fait Yves Moreau, avec à chaque fois des liens. Il explique les données, il met ses sources, il est allé dans les archives départementales de la Sarthe essentiellement, il a fait un travail fantastique. Donc, je reviens maintenant. Ici, voilà, c'est les travaux des différents groupes. Il y en a d'autres et j'ai une liste de liens sur le site où aller. Quand les gens sont des personnalités suffisamment célèbres pour être à Wikipédia, je les invite également. Voilà un élément de ce que j'ai fait. Donc, j'ai rajouté des prénoms multiples où je les ai trouvés essentiellement au journal officiel, mais pas seulement. J'ai rajouté des villes voisines, pas pour tout le monde. C'est un travail de longue haleine. J'ai des noms de naissance inconnus, c'est-à-dire pour lesquels Serge Klarsfeld n'avait rien mis de lieu de naissance. Non, 1200 maintenant personnes dont on sait. J'ai essayé de préciser les arrondissements à Paris. C'est plus facile quand on veut chercher
l'ascendance et aller chercher les actes de naissance, etc., etc. Je vous passe. Voilà. Il est maintenant 1 heure. Où en sommes-nous au point de vue de notre emploi du temps? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose encore? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant les questions? Alors, disons que je vais sauter sur les corrections des données où j'ai donné plein d'exemples, 3, 4 exemples, et je vais peut-être en prendre un, et ensuite je vais passer à la conclusion. Donc, c'est assez court. Et je vais essayer de prendre un exemple facile. Et voilà. Ça, c'est un résultat qui date de quelques mois où nous avons 2 personnes du même convoi. Bon, il s'avère que leurs noms commencent par les 3 mêmes lettres, qui sont tous les 2 passés par Gurs. Bon, les noms de famille sont vraiment pas des noms de famille juifs. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, c'est ce qu'il y avait dans le mémorial de Serge Klarsfeld. D'abord, je vérifie. C'est ce qu'il y a au US Holocaust Memorial Museum à Washington. C'est les données qui sont à Yad Vashem. Donc, vous voyez ici. Et pourquoi ces noms-là? Et tout simplement parce que dans les listes des déportations, donc ça c'est pris du mémorial de la Shoah, c'est le nom qui apparaît. Donc c'est très difficile, le nom n'est pas correct. Les listes ont été faites souvent par des gens qui ne connaissaient pas, essentiellement qui ne connaissaient non pas le monde juif, les noms juifs et les villes à l'étranger. C'est pareil dans le deuxième cas. Donc, en fait, ce nom, c'est le nom qui est dans le document. Or, évidemment, ils sont mauvais. Bon, dans ce cas particulier, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai trouvé dans le Gedenkbuch, le mémorial allemand, ces 2 personnes-là qui correspondent tout à fait. Et donc, il s'avère que c'est donc mari et femme. Donc, le nom de famille, c'est Landkutsch. Je voudrais que vous regardiez ici sur... Betty, le lieu de naissance, là il faut que je déplace je déplace, on ne voit pas, c'est pas grave. Alors, bon, comme je veux m'astreindre au temps, donc voilà le genre de choses. Oui, ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, les Allemands avaient indiqué qu'elle était née dans cette ville de Pologne, toute petite à côté du camp de concentration de Belzec, et en fait, elle est née en Ukraine. Et j'ai retrouvé avec J.R.I. Poland son nom de jeune fille, Gerstel, dans cette ville-là. Donc c'est clair qu'elle vient de cette ville-là et pas d'ailleurs. Voilà. Et j'ai finalement retrouvé après des pages de témoignages à Yad Vashem. Leur fils a indiqué, le père et la mère, mais il s'avère que Yad Vashem a indiqué comme lieu de naissance Galicie, alors qu'en hébreu, on voit bien Yarichiv Galicia, ils n'ont pas découvert l'endroit. Et le nom de jeune fille de la maman, Gerstel, n'est pas indiqué là, et il s'avère que le fils l'a indiqué il l'a indiqué ici, sur la page de témoignage de son papa. Bon, donc il faut aller chercher un peu partout. Je passe à la conclusion comme je me suis engagé, donc je vais rechercher les slides. Donc là, je ne suis pas sur les slides. Un instant. Voilà. Donc, je vais maintenant passer directement. Non, ce n'est pas là. Excusez-moi. Je pense ici. Voilà. Donc, je reprends ici. Bon, un lien j'ai fait en anglais sur l'association israélienne de généalogie, IGRA. C'est en anglais, mais il y a dans mon ressource, pas seulement sur les déportés, mais sur les autres juifs qui ont vécu et qui ont survécu en France. Il y a énormément de liens. Et une phrase de bilan, et puis une deuxième phrase ensuite. Donc,
La comparaison des données a permis et permet encore de compléter et de corriger le mémorial, et nous sommes encore loin d'une intégration complète des ressources. Il faudrait les partager. Et la deuxième question que je me pose, c'est finalement pour qui ce mémorial, ou plutôt en 2021. Alors, c'est toujours pour les victimes, leurs familles, leurs descendants, et finalement pour le monde entier. Et puis, ça devient, tel que il est conçu, un outil pour toutes ces catégories de généalogistes, historiens, démographes, éducateurs. Pourquoi? Voilà. Alors, ce travail valorise et poursuit le travail de Serge Klarsfeld. Et il fédère les résultats de toutes les initiatives autant que possible. Et donc, bon, il faudrait que j'ai un lien vers toutes les pages de témoignages de Yad Vashem, parce que c'est très difficile, très souvent, les noms ne correspondent pas, et vers les données du mémorial de la Shoah, évidemment, et d'autres. Donc, je suis en cours de travail. Ce mémorial a servi comme base pour les monuments qui sont en train de se construire à Nice, à Lyon. Et le prochain Yom HaShoah, il y a une lecture de noms. Et ma dernière phrase, elle est cachée par mon écran. Je ne vois même pas moi-même ce que je vous ai affiché. Aidez-moi à l'enrichir, le corriger, le diffuser. Je vous remercie. Chak Pesach Sameach. Voilà pour les questions. Voilà. J'espère que j'ai tenu. Je suis prêt pour les questions maintenant. Merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant et ça a bien rendu compte du travail immense que tu as fait. Est-ce que donc merci et Chag Pesach Sameach à toi aussi et à vous tous. Je voudrais donner un instant peut-être la parole à Laurent Thierry, historien de la Coupole, qui a sorti d'oubli les déportés de Dora de Mittelbo Dora et qui voudrait peut-être dire un mot. Okay. Bonjour à tous. Merci Madame Veil. Merci Monsieur Stroves pour cette présentation. Je dois vous dire que j'utilise assez régulièrement votre site. C'est évidemment une ressource formidable. Donc, oui, comme disait Madame Veil, je travaille pour la Coupole et je voulais, plus qu'une question, c'était même une invitation peut-être à peut-être partager davantage, mais j'ai eu la chance de réaliser une vaste recherche justement pour la région Nord-Pas-de-Calais pour la Coupole entre 2004 et 2007, visant à identifier, écrire l'histoire, collecter documentation, information sur les Juifs déportés du Nord-Pas-de-Calais. Ce travail a donné lieu à la réalisation d'un mémorial à la Coupole qui rend hommage aux 665 Juifs qui ont été déportés de cette région, principalement dans le convoitisme, mais pas uniquement, évidemment. Et donc, aujourd'hui, la Coupole dispose d'un centre de documentation qui conserve aussi pas mal de documents, d'informations sur ces personnes. Évidemment, on travaille aussi avec le centre de Malines. Mais voilà, peut-être que ces informations seraient susceptibles de vous intéresser. Elles ne sont malheureusement pas en ligne, mais on est à la Coupole. Moi, je suis historien pour la Coupole depuis longtemps et on travaille aujourd'hui à une réorganisation du site et puis surtout à une valorisation des archives et des ressources qui sont conservées à la Coupole à mettre en ligne les inventaires et les choses qui sont disponibles à la Coupole. Voilà. Je peux vous répondre? Oui. Monsieur Laurent Thierry, je suis très content de vous entendre parce que je vais vous dire qu'il y a environ une dizaine de jours, je vous ai entendu sur une conférence Zoom où vous parliez des déportés juifs de Dora. Et donc, j'ai regardé et vous avez pris un exemple d'un déporté pour lesquels mes données n'étaient pas correctes, ou plutôt les données que nous avions obtenues soit par les listes de déportation, soit le travail de Klarsfeld. Évidemment, j'ai déjà tout de suite corrigé. Je pense que c'est en ligne aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est que sur le Nord-Pas-de-Calais, j'ai eu votre nom et je comptais aussi vous contacter parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été, semble-t-il, emprisonnées dans le Nord-Pas-de-Calais qui ne sont pas dans le mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld. Donc, quand j'ai posé la question qui inclure ou non inclure, les personnes de l'Office
je crois que c'est les gens du journal officiel, enfin à Caen, m'ont donné vos coordonnées. Et la question, est-ce que ces gens-là ont été emprisonnés à Lille, mais en fait, c'était des gens qui résidaient en Belgique. Dans ce cas-là, peut-être qu'il ne faudrait pas les inclure. Et c'était la question que je comptais vous poser. Donc, très content que le contact soit fait et j'ai beaucoup apprécié votre présentation. J'ai vu le livre mémorial à travers la présentation et quelque chose de fantastique, effectivement. Je vous remercie de votre travail à votre tour. Effectivement, je suis certain que si je pouvais indiquer pour les quelques 600 personnes qu'elles sont passées par Dora, c'est-à-dire que peut-être après Auschwitz, comme vous avez présenté, une partie d'entre elles sont arrivées à Buchenwald et puis en fait à Dora. Je suis prêt à rajouter donc les camps comme note par quel camp les gens sont passés. Et je suis sûr que vous avez des données qui me permettront de corriger mes informations à mon tour. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Et je voudrais ajouter que l'an prochain, Laurent Thierry fera une conférence pour nous au CZJ. Est-ce que d'autres participants ont des questions? Oui, moi j'ai une question. J'ai deux questions, Jean-Pierre. D'une part, est-ce que ce ne serait pas plus simple ou plus facile pour le chercheur de mettre un lien entre le nom de jeune fille et le nom? Parce qu'on est obligé de faire deux recherches. Par exemple, sur l'exemple Baumann-Weil, par exemple, que tu as cité tout à l'heure, il faut aller à Baumann. Et si on met Baumann comme nom, parce qu'on cherche Simone Baumann, elle est née Baumann, on cherche Simone Baumann et on ne trouve personne. Et il faut en fait mettre Baumann en nom de jeune fille. Est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir le double lien, soit nom de jeune fille, soit non, tout simplement. Et puis j'ai une autre question, mais on en avait déjà parlé, c'est de savoir si, au fond, tu ne pourrais pas prévoir la possibilité pour ceux qui t'apportent des renseignements de les mettre, c'est-à-dire les noms des parents. Quand ils les connaissent, quand on les connaît, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité sur la base de données de prévoir le nom des parents? Oui. Alors, je vais commencer par la deuxième question. On m'a déjà, que ce soit toi, Max, ou d'autres personnes m'ont indiqué ces choses-là. Effectivement, quand je vais chercher l'acte de naissance en France, grâce aux archives départementales en ligne, l'idée était surtout de vérifier que là, je suis sûr, ou presque sûr, parce que quand même, il y a beaucoup moins d'erreurs sur les actes de naissance que dans toutes les autres sources liées à la guerre, de vérifier. Donc, c'est l'idée principale. Mais effectivement, si je suis déjà là, c'est si facile de rajouter. Donc, je vais commencer à rajouter sous forme comment dire, de notes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire une recherche pour l'instant parce que et vous voyez, je vous ai indiqué que je n'ai pas encore terminé mon travail. J'ai d'ailleurs peut-être oublié quelque chose, peut-être vous montrer sur le site en ligne. Et donc, c'est pas que je ne veux pas me disperser, je me dis, j'ai un naturel à me disperser. Mais c'est bien et pas bien à la fois parce que sinon, je n'y arriverai pas. Donc, la première question. Bien, disons que dans certains cas, j'ai eu des exemples parce que je me rappelais de ta remarque, effectivement, d'autres bases cherchent, quand on donne un nom, ils vont chercher soit le nom de famille, soit le nom de jeune fille. Je crois que je préfère rester là parce que faire deux recherches au lieu d'une, c'est pas, bon, effectivement, c'est deux fois plus, mais c'est pas énorme. Par contre, faire que si vous cherchez une personne, vous allez aussi trouver toutes les autres personnes dont c'était seulement le nom de jeune fille ou au contraire c'était le nom de famille, ça risque de faire venir beaucoup de ce qu'on appelle de fausses positives. Donc, il faut y réfléchir, mais je ne suis pas certain que je voudrais m'aventurer là-bas.